C'est un marathon de 8 heures de torture qui attend cette jeune adolescente de 12 ans. Encore une sordide histoire de jalousie, et quand la jalousie s'en mêle, elle embrasse tout sur son passage. Aujourd'hui, la triste histoire de Chanda Scherer. Merci à Eva Lopier et Badgal de nous avoir proposé ce cas qui d'ailleurs est assez difficile à regarder, tant à cause de la violence du crime que de la description des enfances de certains protagonistes, alors je vous préviens, âme sensible s'abstenir. Chanda Renée Sharon est née le 6 juin 1979 dans le Kentucky. Alors qu'elle est encore très jeune, ses parents, Steven et Jacqueline, divorcent. Alors Chanda emménage avec sa mère à Louisville et elles sont rapidement rejointes par celui qui deviendra le beau-père de la petite. Et c'est une petite pleine d'énergie qui aimait beaucoup le sport. Elle était pom-pom girl, membre de l'équipe de softball, de volleyball, de baseball et j'en passe. Et en juin 1991, sa mère se sépare de son nouvel époux. Alors mère et fille déménagent dans l'Indiana. Chanda a alors 12 ans et elle intègre le collège de Hazelwood. Les 2 premiers jours se passent très bien, elle se fait de nouveaux amis et s'intègre facilement, mais le 3e jour, c'est une autre histoire. Une de ses nouvelles amies à l'école lui explique qu'elle vient tout juste de rompre avec son petit ami, qu'elle a encore cette bague qu'il lui avait offert et qu'elle veut lui rendre, mais elle n'ose pas le faire. Alors Chanda, qui veut faire plaisir à sa nouvelle amie, lui dit qu'elle va la rendre à sa place. Et elle le fait. Et ça va beaucoup énerver le petit ami qui va littéralement lui hurler dessus. Et pour ne rien arranger, la cousine de ce garçon, une certaine Amanda Efron, 14 ans, style garçon manqué, connue pour avoir un sacré caractère, se joint à eux. Et bien sûr, elle défend son cousin. Elle se met à son tour à hurler sur Chanda. Elle lui dit de se mêler de ses affaires et elle la pousse contre un mur. Fort heureusement, des professeurs interviennent et les séparent. Chanda a certes une grosse bosse sur la tête, mais rien de bien grave, et toutes les deux sont collées une semaine. Mais pendant cette semaine de colle, étonnamment, elles vont apprendre à mieux se connaître jusqu'à devenir quasi inséparables. Et c'est au plus grand détriment de Jacqueline, la mère de Chanda. Après tout, elle a agressé sa fille. Mais Chanda défend son amie, elle lui explique qu'elle n'est pas comme ça d'habitude, qu'elle a juste défendu son cousin, et qu'elle est vraiment gentille en réalité. Et même si ça ne l'enchante pas, tout ce qui compte finalement pour Jacqueline, c'est le bonheur de sa fille, alors elle accepte. Et les 2 amies se rapprochent de plus en plus, et Amanda se confie. Elle vit une relation difficile avec une fille plus âgée, une certaine Melinda Lovelace, âgée de 16 ans. Et l'histoire de cette Melinda Lovelace est déchirante. Elle vient d'une famille dysfonctionnelle. C'est surtout le père qui pose problème, un certain Larry. Il avait imposé une relation libre à sa femme, Marjorie. Il la prêtait même à ses collègues, la forçait à faire des orgies. Elle avait même d'ailleurs une fois tenté de se suicider après l'une d'elles, tellement elle en était dégoûtée. Elle avait même été violée une fois devant leurs 3 filles parce qu'elle refusait de faire l'amour avec lui. Une autre fois, elle avait atterri aux urgences, elle avait été gravement tabassée parce qu'elle avait osé refuser d'ouvrir la porte à son mari parce qu'il avait ramené 2 femmes d'un bar pour qu'ils passent la nuit ensemble. Et quand il recevait sa paye, il allait directement la dilapider en arme à feu, accessoires pour sa voiture ou encore alcool. Et ses enfants étaient alors souvent laissés sans manger. Ils étaient affamés pendant de longues périodes. Et tout ça, sans compter les gros soupçons de pédophilie qui planent au-dessus de lui. On ne connaît pas la nature exacte de ces abus parce que chacune de ces 3 filles a une version différente. L'une d'elles raconte cette fois où il a aligné les 3 sœurs dans le garage et où il les a violées tour à tour les unes devant les autres. Marjorie, la mère, elle, affirmera qu'il a abusé sexuellement de ses 3 filles, et ce, depuis leur plus jeune âge. Elle explique qu'alors qu'elles n'étaient encore que des bébés, il faisait déjà des choses inappropriées quand il leur changeait les couches. Et les 2 sœurs aînées de Melinda affirmeront avoir été violées toute leur enfance, bien que Melinda, elle, est toujours niée, même si elle a tout de même admis que son père venait régulièrement dormir dans son lit, et ce, jusqu'à son départ quand elle a eu
14 ans. Mais Marjorie, la mère de Melinda, affirmera avoir surpris à de nombreuses reprises son époux en train d'épier ses filles de manière inappropriée. Il se cachait, par exemple, alors qu'elle se changeait, et en novembre 1990, alors que Marjorie surprend une énième fois son époux en train d'épier Melinda alors qu'elle était avec une amie, elle se jette sur lui et l'attaque avec un couteau avant de tenter de se suicider à son tour. Larry est hospitalisé et il demande le divorce à sa sortie. Le couple se sépare et Larry déménage en Floride où il se remarie. Et même s'il garde contact avec Melinda à l'occasion par courrier, eh bien il cessera brutalement de lui écrire. Il semble qu'il a tourné la page. Et Melinda est inconsolable et d'ailleurs elle lui en voudra toute sa vie. Précisons tout de même la profession de ce Larry, il est prédicateur dans une église baptiste, et même s'il fait le gros dur, eh bien, il aime porter des dessous féminins sous ses vêtements et se maquiller en cachette. Et pour en revenir à notre histoire, c'est au moment de son départ que Melinda est sortie avec Amanda. Et ça, la mère de Melinda ne le supporte pas. Elle ne lui a plus parlé pendant un moment, et quand elle lui a adressé la parole, c'était pour l'insulter. Mais elle a fini tout de même par accepter que Melinda soit gay. Et vous imaginez bien qu'avec une enfance pareille, Melinda ne va pas très bien. Elle suit une thérapie, est dépressive, elle sèche les cours, passe son temps à se battre avec d'autres filles. Quant à son couple, avec Amanda, eh bien il bat de l'aile. Elle se dispute, se réconcilie chaque semaine, et ça dure comme ça pendant 1 an, jusqu'à ce que Melinda se mette à fréquenter d'autres filles. Et c'est à cette période exactement que la petite Shanda a été transférée dans l'établissement d'Amanda. D'ailleurs, Shanda et Amanda entament à leur tour une relation, alors même que Shanda n'avait jusqu'alors été attirée que par des garçons, et en octobre 1991, Amanda demande à Shanda d'être sa cavalière au bal de l'école. Shanda accepte, et c'est ensemble qu'elles se rendent au bal, où tout se passe pour le mieux, jusqu'en fin de soirée, moment où Melinda, furieuse et jalouse, se précipite sur Shanda, et elle la prévient. Si elle ne se tient pas éloignée d'Amanda, eh bien elle va le payer très cher. Mais ça n'empêche pas Shanda et Amanda de poursuivre leur relation. Et c'est à peu près à cette période que la famille de Shanda remarque un changement dans son comportement, sans compter que ses notes s'effondrent. Amanda avait pourtant appris à Shanda à imiter la signature de sa mère afin qu'elle puisse signer ses propres bulletins. Mais la mère de Shanda n'est pas dupe. Il est clair pour elle qu'Amanda a une très mauvaise influence sur sa fille, donc elle lui interdit de la voir. Mais bien sûr, comme la plupart des enfants l'auraient fait, Shanda n'écoute pas sa mère et continue à voir Amanda en cachette. Mais ça ne dure pas longtemps. Un jour, alors que la mère de Shanda vérifiait le courrier, elle trouve une lettre d'amour que Shanda avait envoyée à Amanda. Elle l'avait postée, mais elle avait oublié de mettre un timbre. Alors le courrier lui avait été donc retourné. Et quand la mère lit la lettre, en plus d'apprendre qu'elles sont toujours en contact, il est clair, au vu de ce qu'il y a écrit, que Shanda et Amanda ont des relations intimes. Et ça met la mère dans une rage folle. Elle pense qu'Amanda manipule sa fille, qui n'a, je vous le rappelle, que 12 ans, sans compter qu'à ses yeux, sa fille est trop jeune pour avoir des relations sexuelles. Elle décide donc de changer Shanda d'école, et elle ne veut plus que sa fille continue à fréquenter cette Amanda. Et Shanda se plaît plutôt bien dans cette nouvelle école. Ses notes remontent et elle se fait plein de nouveaux amis. Elle fait des essais pour intégrer l'équipe de Pom Pom Girl, et tout ça pour le plus grand bonheur de sa mère, qui a l'impression de retrouver sa fille d'avant le déménagement. Amanda, de son côté, tente de garder contact avec Shanda. Elle lui écrit des lettres d'amour, mais Shanda est très occupée avec sa nouvelle vie, et cette fois, elle est décidée à écouter sa mère. Quelques mois passent, et même si de temps en temps Shanda répond aux lettres d'Amanda et discute un peu avec elle au téléphone, la majeure partie du temps, elle l'ignore. Et Amanda la harcèle de plus belle. Elle lui écrit constamment, l'appelle tout le temps, et finalement Shanda en a assez. Elle s'en plaindra d'ailleurs à une amie. Elle aimerait qu'Amanda la laisse tranquille.
Et ça dure comme ça un certain temps. Jusqu'à cette soirée de novembre. Alors que son père dort à l'étage, Chanda regarde la télé dans le salon, quand ça sonne à la porte. Elle l'ouvre, et surprise, il y a 2 jeunes filles en face d'elle, à peu près de son âge. Mais elle ne connaît ni l'une, ni l'autre. Les 2 filles lui disent qu'elles sont des amies d'Amanda, et qu'elles sont là parce qu'Amanda aimerait lui parler. Elle lui manque, et elle veut juste avoir une discussion avec elle. Et comme ça fait des mois que Chanda n'a pas vu Amanda, elle accepte. Mais elle doit se changer, elle emmène donc dans sa chambre les 2 filles, elle l'aide à choisir une tenue, et c'est ensemble qu'elle se dirige vers la voiture. Et Chanda voit une autre fille au volant, et elle ne la connaît pas non plus. Elle se dit que c'est probablement une amie d'Amanda, même si elle trouve bizarre de ne pas voir Amanda dans la voiture. Et c'est ainsi qu'elle va s'asseoir sur le siège passager, sans savoir celle qui est cachée derrière, avec un couteau, et sans se douter une seconde du piège qui vient de se refermer sur elle. En effet, un peu plus tôt dans la soirée, Tony Lawrence, 16 ans, et son amie Oprah Ipey, 15 ans, vous savez, ce sont les 2 filles qui ont frappé à la porte de Chanda, eh bien elles ont été récupérées en voiture par leur amie, Laurie Tackett, 17 ans, c'est celle qui les attendait dans la voiture. Et alors que toutes les 3 devaient aller à un concert de punk rock, Laurie a annoncé qu'elle allait, je cite, tuer une petite fille ce soir. Mais en réalité, la seule qui n'est pas au courant de ça, c'est Tony. Et d'ailleurs, elle trouve la blague de mauvais goût. Mais avec son tempérament effacé et suiveur, elle ne bronche pas. Et il faut avouer que Laurie passe son temps à parler de choses morbides. Elle s'habille en gothique, elle est du style à aimer les planches de Ouija, la sorcellerie. Elle avait même affirmé être possédée par un esprit qu'elle avait appelé Anna le vampire. Ajoutez à cela qu'elle est gravement dépressive. Elle a des hallucinations, s'automutile et avait été diagnostiquée borderline, sans parler de ses tentatives de suicide qu'elle faisait parfois devant ses amis. Alors, quand Tony, en tant que Laurie, va tuer quelqu'un, elle se dit qu'elle divague une fois de plus. Mais Laurie continue. Celle qui veut tuer quelqu'un, c'est son amie à elle et Hope. D'ailleurs que Tony ne connaît pas. Une certaine Melinda Lovelace. Elles vont donc toutes les 3 chez Melinda. Elles se changent chez elle en empruntant les vêtements de Melinda. Et c'est à ce moment que Melinda leur montre le couteau qu'elle compte utiliser pour effrayer sa victime. Et elle dit aux 3 autres filles qu'elle veut juste l'effrayer, mais pas la tuer. Elle veut, je cite, lui donner une bonne leçon. Donc toutes les 4 retournent à la voiture et mettent au point un plan. Et ce plan, vous le connaissez. Melinda se cachera à l'arrière, Laurie attendra dans la voiture, et Tony et Hope iront frapper à la porte. Et quand Chanda pénètre dans la voiture, Melinda l'attrape sauvagement par les cheveux. Elle sort un couteau et lui met sous la gorge. Elle la traite de salope et lui ordonne de se taire. Elle maintiendra le couteau sous la gorge d'Amanda durant tout le trajet jusqu'au château de la sorcière. Le château de la sorcière est une maison abandonnée où les jeunes vont traîner de temps en temps. Et elle pose tout un tas de questions à Chanda. Est-ce qu'elle a couché avec Amanda? Est-ce qu'elles ont fait telle ou telle position? Et quand Melinda ne pose pas de questions, c'est Laurie qui prend le relais. La passionnée de sorcellerie, et fidèle à elle-même, elle raconte des légendes urbaines, notamment à propos du château de la sorcière. Elle croyait que 9 sorcières avaient été brûlées vivantes à l'intérieur. Et quand elles arrivent enfin au château de la sorcière, Melinda et Laurie traînent Chanda hors de la voiture. Elle la jette au sol pendant que Hope et Tony les regardent faire. Chanda les supplie de la laisser s'en aller. Elle explique qu'elle est désolée, mais au même moment, Laurie sort 2 cordes et elle entend une à Melinda. Et pendant que Melinda lui attache les chevilles, Laurie attache ses poignets. Et Melinda continue alors de torturer mentalement Chanda. Elle lui dit, par exemple, qu'elle a de beaux cheveux, et elle lui demande si elle serait toujours aussi belle si on les lui coupait. Laurie va ensuite chercher un t-shirt dans sa voiture sur lequel il y a un visage souriant avec une balle dans la tête. Laurie met alors le feu au t-shirt, mais ça n'amuse pas ses amis. Elle panique, ça pourrait attirer l'attention. Elle décide alors
de changer d'endroit, donc elles traînent cette fois Chanda à l'intérieur de la voiture et reprennent la route. Et Chanda supplie à nouveau les filles de la ramener chez elle. Mais c'est seulement le début des tortures et des humiliations pour elle. Melinda va par exemple obliger Chanda à enlever son soutien-gorge pour le donner à Hope, qui lui donnera alors le sien pour qu'elle le porte. Bizarre. Elles arrivent près d'un dépotoir et rebelote. Laurie et Melinda tirent Chanda hors de la voiture et la jettent sur le sol. Et encore une fois, Hope et Tony regardent la scène. Melinda et Laurie obligent Chanda à se déshabiller pendant que Melinda donne des coups de genoux au visage de la pauvre Chanda. Et comme Chanda a un appareil dentaire, elle se coupe à l'intérieur de la bouche et elle se met à saigner abondamment. Melinda prend alors le couteau qu'elle avait apporté et elle essaye de lui trancher la gorge. Mais il n'est pas assez aiguisé. Elle n'y arrive pas. Et Hope et Tony maintiennent ensuite Chanda au sol, pendant que Laurie et Melinda la poignardent à la poitrine à plusieurs reprises. Ensuite, Laurie et Melinda ordonnent à Hope et Tony de retourner à l'intérieur du véhicule, pendant qu'elles étranglent Chanda jusqu'à ce qu'elle perde connaissance, à la suite de quoi elles mettent le corps dans le coffre de la voiture, et elles annoncent aux autres filles que Chanda est morte. Les filles conduisent alors jusque chez Laurie pour aller boire un verre et se nettoyer car elles étaient couvertes de sang, quand elles entendent des cris émanant de la voiture. C'est Chanda, elle n'est pas morte. Alors Laurie, sans attendre, se rue vers la voiture, un couteau à la main, et elle poignarde Chanda à de nombreuses reprises avant de retourner dans la maison. Et couverte de sang, elle va se nettoyer, toujours fidèle à elle-même. Elle juge que c'est le moment idéal pour lire l'avenir à ses amis. Elle va donc chercher ses runes et s'exécute. Ensuite, comme Laurie pense que Chanda n'est peut-être pas morte, elle décide que Hope et Tony resteraient chez elle, pendant qu'elle et Melinda conduiraient plusieurs heures jusqu'à ce que Chanda finisse par mourir. Et pendant qu'elles conduisent, elles entendent plusieurs fois Chanda sangloter ou gémir. Alors c'est plusieurs fois qu'elles arrêtent la voiture pour ouvrir le coffre et frapper la malheureuse avec un démonte-pneu. Et à chaque fois, elles pensent qu'elle est morte. Elle convulsera même une fois. Mais non, elle ne meurt pas, alors rebelote encore et encore. Et c'est sordide car une de ces fois, alors qu'elles avaient ouvert le coffre, Chanda s'était levée. Ses yeux s'étaient alors révulsés, elle respirait, mais était incapable de parler. Et elles l'ont donc frappée avec le démonte-pneu. Elles ont repris la route persuadées de l'avoir tuée, pour de bon cette fois, jusqu'à ce qu'elles entendent une énième fois les gémissements de Chandra. Et elles rouleront ainsi des heures jusqu'au lever du soleil, et puis elles en ont marre. Elles décident de retourner chez Laurie pour se nettoyer, et Hope leur demande si Chanda est enfin morte, et surtout si elle s'était débarrassée du corps. Et Laurie, hilarde, lui raconte toutes les tortures qu'elle a infligées à la pauvre Chandra, qui, je le rappelle, est en train d'agoniser dans la voiture. Et ça réveille sa mère, qui dormait à l'étage, et elle est furieuse. Elle ne comprend pas pourquoi sa fille a emmené des amis à la maison à cette heure, et elle exige de sa fille qu'elle les raccompagne chez elle. Donc, le petit groupe retourne à la voiture, direction une station essence. Elles remplissent le réservoir de la voiture et achètent une bouteille de Pepsi qu'elles remplissent également d'essence. Elles reprennent la route, direction une région boisée. Tony reste dans la voiture pendant que Melinda, Laurie et Hope en sortent, et elles n'en ont pas fini avec Chanda. Elles ouvrent le coffre et Hope attrape une bouteille de Windex, un nettoyant pour vitres, et elle en pulvérise sur le visage de Chanda, et tout particulièrement sur ses blessures. Et en le faisant, elle dit « Tu n'as plus l'air aussi jolie qu'avant ». Les trois filles enroulent alors Chanda dans une couverture rouge et la transportent dans un carré d'herbe entre la route et le bois. Elles renversent la moitié de la bouteille de Pepsi remplie d'essence sur le corps de Chanda. Laurie allume une allumette et met feu à son corps. Et c'est ainsi qu'elles repartent en voiture. Mais après quelques minutes, Melinda devient parano et elle se demande si Chanda est vraiment morte. Alors le groupe fait demi-tour,
Melinda sort de la voiture avec des allumettes et la bouteille d'essence et elle verse ce qui en reste sur Chanda et met à nouveau le feu. Et c'est encore une fois qu'elles repartent pour cette fois ne plus revenir. Et elles ont accompli leur mission. Chanda, après 8 heures de torture, vient de mourir à 9 heures du matin, le 11 janvier 1992, à l'âge de 12 ans. Et ses derniers mots ont été « maman ». Mais ça n'empêche pas les 3 filles d'avoir un petit creux. Elles vont donc prendre un petit déjeuner au McDo, et l'une d'elles se permet même une blague. Elle trouve que la saucisse qu'elle est en train de manger ressemble au corps de Chanda. Quand elles finissent, Tony et Hope sont déposées chacune chez elles, alors que Melinda et Laurie vont chez Laurie. Et à peine arrivée, Melinda appelle son ex, Amanda, pour lui raconter ce qu'elle a fait. Mais Amanda n'y croit pas. Et Melinda, indépendamment de tout ça, lui propose de se voir un peu plus tard dans la journée. Et Amanda accepte. Entre-temps, Melinda et Laurie partent voir une amie, une certaine Crystal, et elle ne trouve rien de mieux à faire que de lui parler du meurtre. Mais Crystal, elle aussi, n'y croit pas. Et ça ennuie sérieusement les 2 filles. Alors elles partent toutes les 3 chercher Amanda, et elle leur montre le coffre. Et il est couvert de sang. Et il y a même des traces de mains ensanglantées. Amanda est horrifiée. Elle demande à ce qu'on la ramène immédiatement chez elle. Et elle ne veut ni regarder, ni même en parler. Elle veut juste rentrer chez elle. Et en arrivant chez elle, sur le pas de la porte, elle embrasse langoureusement Melinda et lui promet de ne rien dire. Et pendant ce temps, les parents de Chanda, qui ont cherché leur fille partout, ont déclaré sa disparition sans tarder, à 14h30. Ce matin-là, alors qu'il avait laissé sa fille devant la télé, le père de Chandra, quand il s'est réveillé à 7h le lendemain, a remarqué qu'elle avait disparu. Il n'a pas paniqué immédiatement, il a pensé qu'elle était sortie faire un tour, ou qu'elle était en bas, ou à la cave. Mais quand la belle-mère de Chanda s'est réveillée, qu'elle s'est aperçue elle aussi de son absence, comme ça ne lui ressemble pas de filer en douce la nuit ou de fuguer, elle s'est inquiétée. Et ils sont partis à sa recherche. Ils ont parcouru les alentours des heures en voiture, jusqu'au moment où ils ont contacté la mère de Chanda. Elle s'est immédiatement rendue au domicile de son ex-époux, et en voyant le sac à main de Chanda sur la table, elle a immédiatement su que quelque chose n'allait pas. Ils ont ensemble appelé ses amis, y compris Amanda, mais personne ne savait où elle était. Vers 14h, ils ont appelé la police et déclaré sa disparition. Mais la mère avait gardé en tête sa conversation avec Amanda. Et elle pense qu'elle en sait plus que ce qu'elle ne veut bien dire, mais elle ne fait pas vraiment attention, il lui reste encore de nombreuses personnes à appeler, alors elle ne perd pas plus de temps. Mais voilà, Tony, de son côté, commence à se sentir coupable. Elle a bien tenté de demander conseil à une de ses amies, mais celle-ci n'a encore une fois pas cru à son histoire. Alors elle décide de se rendre au commissariat et elle raconte tout aux policiers. C'est moins de 24 heures après le meurtre. Et les policiers font immédiatement le lien avec ce corps qu'ils avaient retrouvé au bord d'une route 12 heures avant. Ils ne savaient rien, si ce n'est qu'elle était morte brûlée vive, à cause de la fumée qu'on avait retrouvée dans ses poumons. Elle avait été retrouvée les mains levées et les poings serrés. C'est une position que peut prendre le corps quand il est brûlé. Et ils avaient aussi trouvé la bouteille de Pepsi vide. Et ils avaient parcouru les dossiers de personnes disparues, mais n'avaient rien trouvé. Et comme le corps se trouvait à côté du château de la sorcière, cette fameuse maison abandonnée, eh bien, ils se sont demandé si ce n'était pas un sacrifice humain, car encore une fois, les jeunes du coin ont l'habitude de se réunir pour boire ou pour pratiquer l'occulte. Mais maintenant, ils savent. Mais il y a un problème. Tony ne connaît que le prénom de la jeune fille, une certaine Chanda. Elle se souvient qu'elle vivait 80 km plus loin, à Clark County. Donc, pendant que Tony est interrogé, les policiers, eux, contactent la police de Clark County et ils leur demandent s'ils ont une jeune fille portée disparue, prénommée Chanda. Et oui, ils recherchent bien une Chanda
Les officiers se rendent alors au domicile de Chanda et ils annoncent à la famille, je cite, que Chanda est parti, ce à quoi la famille répond qu'ils sont bien au courant, puisque c'est eux qui l'ont porté disparu. Mais ils comprendront juste après qu'en fait, Chanda est morte. Elle a été assassinée. La mère de Chanda est tellement sous le choc qu'elle est incapable d'en entendre plus. Elle est si bouleversée que les enquêteurs décident de lui raconter les détails plus tard, quand elle sera plus à même de les entendre. Mais malheureusement, elle l'apprendra finalement plus vite que prévu, dès le lendemain, aux informations, et elle apprendra que sa fille a été brûlée vive. Et c'est ainsi que Hope et Tony, 15 ans, ainsi que Laurie, 16 ans, et Melinda, 17 ans, sont arrêtés et inculpés du meurtre de Chanda Sharer. Et face à l'horreur du crime, il est décidé qu'elles seront jugées comme des adultes, en dépit de leur jeune âge. Elles sont donc éligibles à la peine de mort. Tony d'abord. C'est elle qui a le moins participé. Elle racontera sa vie de misère, victime de viol par le passé, ce qui l'a plongée dans une sévère dépression. Elle s'auto-mutilait et avait tenté de se suicider à de très nombreuses reprises. Elle était peureuse et timide et encore une fois restait en retrait. C'est une suiveuse et il a été établi qu'elle a juste assisté au crime et de ce fait, elle ne risque pas la peine de mort. Mais la justice estime qu'elle n'est pas tout à fait innocente pour autant. Elle n'aura pas d'autre choix que de plaider coupable de séquestration pour tenter de minimiser sa peine. Peine qui sera de 20 ans de prison sans période de sûreté. Elle servira finalement 9 ans avant d'être libérée en 2000. Quant à Hope, bien qu'elle ait vaporisé du Windex sur les blessures de Chandra, qu'elle l'ait maintenue au sol pendant que les autres filles l'attaquaient, qu'elle ait versé de l'essence sur elle, et bien malgré tout ça, même si tout ça a été reconnu par la cour, il sera statué qu'elle ne l'a pas pour autant physiquement blessée. Et c'est pour cette raison qu'elle ne sera finalement pas éligible à la peine de mort. Mais elle sera tout de même condamnée à 60 ans de prison, auquel sera enlevé 10 ans à cause de circonstances atténuantes, son passé. Elle avait, elle aussi, été abusée et s'automutilait quand elle était enfant. Donc c'est 5 ans pour Hope, mais elle fera appel de la décision et sa peine sera réduite à 35 ans. Elle n'en purgera finalement que 14 avant d'être libérée en 2006. Quant à Laurie et Melinda, pour éviter la peine de mort, elles plaideront coupables du meurtre et seront toutes les deux condamnées à 60 ans de prison. Pendant son incarcération, Melinda a commencé à entraîner des chiots afin qu'ils puissent aider des personnes handicapées. Et en 2012, la mère de Chanda a fait don d'un chien à Melinda pour qu'elle puisse l'entraîner au nom de Chanda. Et bien qu'elle ait été fortement critiquée pour ça, la mère dira que c'est son choix et sa façon à elle de gérer son deuil. Elle dira même « Je connais ma fille » et elle aurait voulu que quelque chose de positif ressorte de tout ça. Laurie sera libérée en janvier 2018 après avoir servi 26 ans de sa sentence et Melinda Lovelace sera libérée en septembre 2009 après avoir purgé 27 ans de sa peine. Quant à la mère de Chandra, elle devra faire face à une profonde dépression. Elle deviendra alcoolique et passera 10 ans misérable à pleurer sa fille. Et elle dira qu'elle a tout essayé pour se tuer, sauf poser une arme sur sa tempe. Mais elle finira par se relever et monter la fondation Chanda Sharer, qui a pour but d'aider chaque année 2 enfants en leur octroyant une bourse. Précisons tout de même qu'aujourd'hui, cette fondation n'existe plus. Comme toujours, je vous laisse en tirer vos propres conclusions. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une autre triste histoire.